Ok, bonjour, bienvenue dans cette vidéo que nous avons intitulée Astuces concours. Ici, nous allons présenter un ensemble d'attitudes à adopter lorsqu'on est en train de composer un sujet de mathématiques, une épreuve de mathématiques. Alors, d'où nous est venue l'idée de faire cette vidéo? Ça nous est venu tout simplement de constats que nous avons faits lorsque nous avons corrigé les copies de l'ICA. Alors, on a constaté beaucoup de dérives de la part des candidats et je pense que c'est bien que on fasse un rappel de l'ensemble des attitudes ou bien de l'ensemble des conduites à tenir pour avoir une copie de mathématiques qui donne l'envie de corriger, qui augmente vos chances de réussite. Donc, ici, on va voir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire sur la copie. Donc, comment est structurée notre vidéo? Notre vidéo est structurée en 5 parties. La première partie, nous allons présenter les 7 mauvaises habitudes qu'il faut absolument perdre. D'accord? Nous avons constaté que les étudiants ont un ensemble de mauvaises habitudes liées à la rédaction mathématique qu'il faut absolument bannir. En deuxième point, on va voir c'est quoi l'importance du brouillon. Pourquoi il est important de temps en temps aller au brouillon, faire ces démonstrations avant de revenir sur la copie. C'est vrai qu'il y a un problème de temps, n'est-ce pas? Il y a un problème de temps qui se pose, mais on va voir l'importance du brouillon. Comment on gère les erreurs? Quelle est l'approche pour une meilleure gestion des erreurs? Quand vous composez, vous faites probablement des erreurs. Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation? Nous avons constaté que les candidats pour lesquels nous avons corrigé les copies n'avaient pas une bonne approche de gestion des erreurs. Ensuite, nous allons vous présenter aussi quelques formules que vous devez maîtriser. D'accord? Et enfin, on ne va jamais cesser de le dire, pour augmenter vos chances de réussite, il faut toujours insister sur la main d'écriture et la présentation de la copie. Vous pouvez connaître toutes les preuves, mais parce que vous écrivez mal, ça vous crée des préjudices. Par contre, une personne qui connaît seulement 2 exercices sur 4 a de fortes chances d'avoir une plus bonne note qu'une personne qui connaît 5 exercices sur 5, mais qui écrit tellement mal et qui présente mal sa copie, comparé à cet individu qui présente très bien sa copie. Donc, quel est le but de cette vidéo? La vidéo a pour but principal de vous aider à augmenter vos chances de réussite, n'est-ce pas? Et vous faire adopter des bonnes habitudes durant l'examen. Et on commence par le premier point, les 7 mauvaises habitudes qu'il faut absolument perdre. Tout d'abord, il faut écrire directement. Enfin, la première mauvaise habitude à bannir, c'est écrire directement sur votre copie la première idée qui vous passe à la tête. D'accord, il faut faire très attention avec la première idée qui vous passe à la tête, quelquefois au crayon de papier. Donc, il est toujours bien d'aller au brouillon, vous rassurer que l'idée que vous avez est la bonne avant de venir sur votre copie, la reporter. La deuxième mauvaise habitude, c'est commencer une phrase ou une démonstration et s'arrêter en plein milieu. Au lieu de montrer votre inconsistance au correcteur, n'espérez pas gagner quelques centièmes de points ici. Mieux vaut ne rien écrire. Alors, il y a des personnes qui commencent des questions et qui s'arrêtent en cours de démonstration. Elles commencent par exemple question 1. Question 1, elle commence à rédiger, elle rédige. Et en cours de route, elle est bloquée. Quand tu es bloqué, même si tu as commencé à trouver la question, si tu n'as pas mené ta réflexion jusqu'au bout, ne pense pas que tu auras quelques centièmes de points. Non. Ça, on est très rigoureux là-dessus. Ça, c'est à cause du fait que la personne a directement commencé avec la première idée et que la première idée n'était peut-être pas bonne. Raison pour laquelle il faut toujours aller au brouillon, commencer votre démonstration. La troisième mauvaise attitude à adopter, c'est sauter une question dont vous ne trouvez pas la solution immédiatement, quitte à y revenir ensuite en écrivant dans la marge, en mettant une astérisque demandant au correcteur de se reporter à la dernière page. Alors ici, il s'agit des personnes qui commencent par exemple, on va dire exercice 1. Une personne commence exercice 1. La personne fait la première question, la deuxième question,
n'est-ce pas? Elle résout bien la première question, elle résout bien la deuxième question. Et la troisième question, la personne est bloquée et la personne repart commencer directement l'exercice. Disons l'exercice 2. Après avoir fait l'exercice 2, elle revient encore sur l'exercice 1. Alors ça, c'est une attitude qui est très détestée de la part des correcteurs. D'accord? Très détestée parce que ça fournit au correcteur un double travail. Et ensuite, ça permet qu'il passe plus de temps sur votre copie. Vous devez savoir que lorsque vous partez passer un concours, vous êtes plus de 100, 200, parfois 500 candidats. Et il faut corriger les copies dans un bref délai. Du coup, quand vous présentez mal votre copie, il y a de fortes chances que le correcteur soit très sévère avec vous. Très bien. La quatrième mauvaise habitude à éviter d'utiliser, c'est utiliser les termes ou bien les formules comme c'est évident, n'est-ce pas? Rien n'est évident au concours, trivialement, non. Vous devez écrire des choses logiques, des phrases logiques et éviter ce genre de termes. Très bien. La cinquième mauvaise habitude qu'il faut bannir, c'est citer vaguement un théorème d'après le théorème sans vérifier les hypothèses d'application. C'est-à-dire que si je prends par exemple le théorème des valeurs intermédiaires, alors les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires, c'est quoi? C'est que la fonction soit continue sur un intervalle i et que la fonction soit strictement monotone et que l'équation l'image de l'intervalle i contient le terme b si vous voulez résoudre l'équation f de x égale à b. Donc il faut dire que les hypothèses sont vérifiées et donc vous pouvez appliquer le théorème. Il ne faut pas juste appliquer le théorème sans évoquer les hypothèses du théorème. En troisième point, la troisième mauvaise habitude à vraiment bannir, c'est écrire de façon très compacte sans jamais passer à la ligne. Ça rend votre copie très touffue. C'est pas quand vous écrivez de manière très compacte sans passer à la ligne, ça rend votre copie très touffue et le correcteur a du mal à corriger votre copie et ce qui est en votre défaveur. Les quelques centimes d'euros que vous économisez en feuilles n'intéresseront certainement pas votre correcteur. Vous n'avez pas besoin d'économiser la copie. Écrivez clairement et lisiblement. De toutes les façons, quand vous partez compétir pour un concours, vous payez des frais de dossier et dans ces frais de dossier, il y a de l'argent qui est sorti pour acheter votre copie, la copie sur laquelle vous allez composer. Donc, n'ayez crainte, écrivez bien espacé et lisiblement. La dernière mauvaise habitude qu'il faut absolument bannir, c'est écrire trop gros en utilisant quelques dizaines de feuilles doubles pour un problème qui n'en nécessite que deux. Donc, on ne dit pas de ne pas écrire, c'est juste que dites l'essentiel de ce qu'il faut dire, allez droit au but et évitez de divaguer dans tous les sens pour embrouiller le correcteur. Donc voilà les 7 mauvaises habitudes qu'il faut absolument perdre. Nous avons recensé ça dans l'ensemble des copies que nous avons corrigées cette année et puis on s'est rendu compte qu'il fallait quand même alerter sur ce comportement qui beaucoup n'ont pas conscience du danger que ça, ou bien du risque auquel ça les expose. Très bien. Maintenant, l'importance du brouillon. Pourquoi il faut impérativement utiliser un brouillon? Il faut utiliser un brouillon sur lequel vous pouvez rechercher des idées de démonstration, faire des calculs longs. D'accord, le brouillon est très important. C'est uniquement une fois que vous avez les idées claires sur la façon de procéder que vous rédigez au propre le calcul ou la démonstration correspondante. Donc voilà à quoi sert le brouillon. C'est vrai qu'il y a des questions sur lesquelles vous pouvez aller directement sur votre copie, sur votre feuille de composition, mais lorsque les choses ne sont pas claires, n'hésitez pas d'aller au brouillon. Ça, c'est le deuxième point. Alors, la gestion des erreurs. Comment est-ce qu'on gère les erreurs? Si vous vous apercevez que vous avez fait une erreur, n'utilisez pas l'effaceur ni le blanco. Perte de temps est souvent illisible. Mais barrez proprement ce que vous avez écrit et recommencer. Donc, évitez de perdre le temps à demander au correcteur ou le blanco passer par là. Si vous avez par exemple commencé la première question, vous avez rédigé. Ensuite, vous vous rendez compte à ce niveau que vous avez fait des erreurs. Tout ce qu'il faut faire, c'est barrer clairement comme ça et revenir recommencer avec les idées que vous pensez juste. Aussi simple que ça.
Donc, c'est comme ça que la gestion des erreurs est efficace. Ensuite, il y a des formules à maîtriser. D'accord, il y a un ensemble de formules à maîtriser. Les premières sont les identités remarquables. Les identités remarquables telles que A plus B au carré, A carré plus B carré, A carré moins B carré, A moins B au carré, et A au cube plus B au cube, A plus B le tout au cube, A au cube moins B au cube, A moins B au cube, le tout au cube. Il y a tellement d'identités remarquables à respecter. Il y a par exemple la formule du binôme de Newton, A plus B puissance n, n'est-ce pas, la somme des combinaisons. Donc, il y a des identités remarquables qu'il faut absolument maîtriser, les formules de puissance et tout le reste. Ensuite, il y a des limites classiques qu'il faut aussi vraiment maîtriser, n'est-ce pas, les limites classiques, les limites usuelles qu'il faut connaître, les limites des fonctions logarithmes, exponentielles, les fonctions puissance, les fonctions racines carrées, etc. Ensuite, il y a les théorèmes classiques qui ne manquent jamais à ces concours, comme le théorème des valeurs intermédiaires, le théorème de la bijection, l'inégalité des accroissements finis, le théorème de chasse, bien l'égalité de chasse. Il y en a tellement. Hein. Il y a par exemple pour les concours niveau licence, c'est la formule de, comment on l'appelle là, de Leibniz pour calculer les dérivés n, le produit de deux fonctions. Donc voilà, il y a tellement de théorèmes. Le théorème de Rolle, j'allais oublier, le théorème de Rolle qui est très important, qui vient presque toujours à ces concours, ICA, IFOD, etc. Il y a des théorèmes comme l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, n'est-ce pas, l'inégalité des bien-aimés Chebyshev en probabilité. Il y a les identités sur la formule de l'espérance, de la variance en probabilité, etc. Donc voilà un peu. Ensuite, il y a les primitives, les dérivés classiques qu'il faut aussi connaître, qu'il faut vraiment maîtriser pour être sûr d'avoir des bonnes notes. Donc, cinquièmement, très important, la main d'écriture et la présentation de la copie. Une fois que vous avez trouvé une idée de preuve, prenez le temps de vous demander s'il n'y a pas moyen de la simplifier encore. Repérez les points importants qu'il faudra mettre en évidence au propre, ainsi que les détails que vous pouvez minimiser dans la rédaction définitive. Faites de même pour un calcul. Ne recopiez pas toutes les étapes, mais uniquement les plus importantes. Ça démontre encore l'importance du brouillon, n'est-ce pas, et de la présentation de la copie. Quand vous partez au brouillon, vous mettez tellement de détails, mais en revenant sur la copie, pour gagner en temps et autres, vous pouvez présenter les parties essentielles, et les parties qui concernent trop de détails ne nécessitent pas souvent d'être présentées. Donc, encadrer les résultats des calculs demandés. Très important, ça c'est toujours pour la présentation de la copie. Quand vous trouvez un résultat ou une démonstration, il faut l'encadrer. Ça oriente directement le correcteur et ça organise votre copie. Ensuite, mettant en évidence les points importants en soulignant, en passant à la ligne, etc. Bon, il faut mettre en évidence les points importants, vous souligner les aspects importants et autres. Ensuite, si un schéma n'est pas suffisant, à lui seul, il peut illustrer votre démonstration. N'hésitez pas à produire sur votre copie. Donc, les schémas sont très illustratifs. Hein. Les schémas sont très illustratifs. Même si ce n'est pas suffisant à lui seul, il faut le présenter sur votre copie. Par exemple, il y a les diagrammes de veine. Quand vous voulez représenter, par exemple, la différence de deux ensembles. D'accord, il y a les diagrammes de veine, etc. Donc, il faut toujours vous servir des illustrations si possible. Alors, si vous voulez montrer une équivalence ou une égalité d'ensemble, n'est-ce pas? Si vous voulez, par exemple, montrer que P équivaut à Q, ou bien si vous voulez montrer que un ensemble A est égal à un ensemble B, vous devez procéder systématiquement à la double implication ou la double inclusion. Donc ici, pour démontrer que cette équivalence, vous devez démontrer la double implication. Donc vous devez démontrer que P implique Q, n'est-ce pas? Vous devez aussi démontrer que Q implique P. C'est la double implication. Ici, pour démontrer l'égalité de deux ensembles, vous devez démontrer que l'ensemble A est contenu dans l'ensemble B. Vous devez aussi démontrer que l'ensemble B est contenu dans l'ensemble A.
Donc, voilà des considérations très importantes à démontrer. On peut même aller plus loin si on veut démontrer, par exemple, une inégalité. Si vous voulez démontrer qu'un nombre A, ou bien un terme A est plus petit qu'un terme B, ceci revient à démontrer que A moins B est une quantité négative, par exemple. Donc, il y a toutes ces considérations-là. Alors, n'utilisez jamais les symboles implique, équivaut dans vos démonstrations, mais des mots comme donc, par conséquent. Alors, c'est plus prudent quand vous composez de ne pas utiliser ces symboles-ci. C'est plus prudent de ne pas les utiliser, mais d'utiliser le mot équivalent, n'est-ce pas? Par exemple, ici, c'est implique, ou encore donc, ou encore entraîne, n'est-ce pas? Ça, c'est équivalent, ou encore si et seulement si. Voilà, donc si on vous demande une démonstration, commencez par travailler au brouillon. Donc, les symboles mathématiques, parfois, quand vous ne maîtrisez pas l'usage de ces symboles, il est préférable de ne pas les utiliser, mais d'utiliser les termes correspondants. D'accord? Alors, une fois que vous pensez que vous avez bien compris l'idée, vous pouvez rédiger au propre. Commencez par citer le résultat que vous allez démontrer et rédiger la démonstration en respectant le plan. Donc voilà. Si on vous démontre par exemple une propriété, vous commencez par citer la propriété. Ensuite, vous rédigez la démonstration en respectant le plan. C'est valable même pour les disciplines littéraires, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement pour les disciplines scientifiques, même pour les sujets de culture générale, de dissertation, c'est à peu près le même principe. Maintenant, pour rédiger une démonstration, un calcul, passez souvent à la ligne, centrez les formules. Le but est de mettre en évidence les points importants et de montrer à votre correcteur que vous les avez vus. D'accord? Donc, il faut toujours mettre en évidence les points importants. Très bien. Une fois que votre épreuve est rédigée, réalisez-la en vous assurant que chaque objet est bien introduit et que le plan a été respecté. Toujours relire sa copie. D'accord? Toujours relire sa copie. C'est très important. Si vous avez le temps, vous devez relire votre copie pour être sûr de ne rien laisser de vague. D'accord? Alors, si vous devez utiliser un résultat précédent du problème, citez précisément le numéro de la question. D'accord? Citez précisément. Donc, vous avez dit d'après la question 1B par exemple, d'après la question 1B précédente, on démontre que, etc., etc. Donc, quand vous voulez utiliser un résultat précédent, citez précisément la question. Pour être précis. Ensuite, soignez votre main d'écriture. Évitez autant que faire se peut les fautes. D'accord? Il faut essayer de bien écrire. Il faut éviter les fautes. C'est très important. Ça augmente vos chances de réussite. Alors, appliquez ces conseils, vous allez réussir. Donc nous, c'est ePédagogia, nous sommes un centre international de préparation en ligne et de suivi personnalisé aux grands concours internationaux. Nos services sont la préparation en ligne, les documents de correction des 20 derniers sujets, les grands concours internationaux qui sont disponibles, le suivi personnalisé et le coaching. Donc voilà un peu présenter nos services. N'hésitez pas, nous allons profiter pour vous présenter un peu notre méthodologie de travail. Comment est-ce qu'on suit nos étudiants en ligne, que vous sachiez exactement quelles sont les étapes que nous déroulons. Donc voilà notre méthodologie de travail de Pédagogia. Alors quand vous attendez, c'est pas la bonne version. Ok. Donc voici la bonne version. Alors, quelle est notre méthode de travail en ligne? La première étape, lorsqu'on veut préparer nos étudiants à des concours, la première étape qu'on va appeler étape 0,
c'est de faire ce qu'on appelle la cartographie des anciens sujets. D'accord? La cartographie des anciens sujets. On va voir un exemple tout à l'heure. Cette cartographie est accompagnée d'une identification des sources des anciens sujets grâce à l'intelligence artificielle. Vous devez savoir que on ne part pas à un concours sans chercher à savoir d'où est-ce que les anciens sujets ont été tirés. Donc nous avons une méthode pour identifier les origines des anciens sujets. Pourquoi? Parce que il est fort probable que ceux qui ont composé les sujets y aillent encore pour prendre de nouveaux exercices là-bas. Donc cette première phase nous permet d'identifier les thématiques par sujet qui viennent au concours et les sources des anciens sujets. Pourquoi c'est important d'identifier les thématiques? Tout simplement pour éviter de se disperser dans la préparation. Parce que vous savez, les concours, il y a des chapitres qui ne viennent pas, des chapitres qui viennent toujours. Je vous prends par exemple le concours je prends n'importe quoi, de l'ICA, niveau baccalauréat par exemple. Alors, il y a, des chapitres comme la géométrie de l'espace qui ne vient jamais à ces concours. Il y a des chapitres comme l'espace vectoriel qui ne vient jamais à ces concours. Par contre, il y a des chapitres comme des fonctions qui viennent toujours, des nombres complexes, etc. Donc, on fait donc une cartographie pour être sûr qu'on ne va pas se disperser dans la préparation. Donc là, on va concentrer nos énergies vers l'essentiel de ce qui vient au concours. La deuxième étape, c'est le choix d'une thématique. N'est-ce pas? Lorsqu'on a déjà fait cette cartographie précédente, on va tout simplement choisir une thématique, plus une vidéo de synthèse de cours accompagnée d'un exemple tiré d'un ancien concours. Donc, regardez par exemple, j'ai fait un travail pour l'IFOR de A. Ici, nous avons recensé par année et par thématique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vient au concours de l'IFOR de A, sujet de mathématiques? Ça, c'est juste un exemple. On a fait le même travail, par exemple, pour la statistique et la probabilité, pour l'IFOR de B, pour la SECNA, pour l'ICA, n'est-ce pas? Pour les AMAC, pour les AMO, pour l'IA, l'Institut international des assurances, etc., etc. Donc, on a fait une cartographie et quand vous regardez cette carte-ci, vous allez vous rendre compte que les chapitres qui viennent toujours majoritairement, c'est les suites numériques et intégrales. Donc, on commence par ce genre de thématique majeure. Et ce qu'on va donc faire, une fois qu'on a choisi une thématique, on va tout simplement faire une vidéo de synthèse accompagnée d'un exemple tiré des anciens concours. Ensuite, on va à l'étape suivante faire une séance live en direct de questions-réponses et identification des exercices à faire dans les anciens sujets et dans les documents qui ont servi à concevoir les anciens sujets. Donc ça, c'est une séance live. Ensuite, on conçoit, sur la base de ces documents-là, on conçoit des fiches de TD. Vous voyez, nos fiches de TD ne sont pas sorties de nulle part. Ce sont des fiches de TD qui sont conçues sur la base des documents qui ont servi à concevoir les anciens sujets. Donc, en traitant nos fiches de TD, il y a de fortes chances que l'apprenant fasse des exercices qui reviennent au concours. Ensuite, l'étape 3, c'est que l'étudiant traite sur un format, il fait une capture et il envoie au formateur pour qu'il programme la prochaine séance. Donc, cette fiche de TD là, l'étudiant va corriger, va traiter ça, faire une capture et envoyer au correcteur. Le correcteur va programmer une séance live où il sera question de relever les remarques et les manquements et proposer des améliorations à faire et donner des conseils. Durant cette séance, une correction est proposée et le cycle recommence pour une autre thématique. Donc voilà un peu. Et la plateforme que nous utilisons pour nos séances live, par exemple, c'est Google Meeting et WhatsApp pour le coaching personnalisé, n'est-ce pas? Maintenant, pour le planning hebdomadaire, généralement, on travaille le samedi, dimanche, les jours fériés. Et pour le coaching personnalisé, c'est le mercredi. L'apprenant pose ses préoccupations et ses incompréhensions. Alors, les paiements se font au début de chaque mois et la mensualité est au forfait de 15 000 francs. Toutefois, c'est un prix discutable. D'accord? Contactez-nous. Voici notre contact WhatsApp. Voilà notre chaîne YouTube. Voilà notre adresse email.
contactez-nous et dites-nous si vous voulez préparer un de ces concours. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur et vous a donné des orientations sur comment rédiger un concours. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de la partager, n'est-ce pas? Ça nous encourage à développer des contenus encore plus éducatifs. Merci et à la prochaine.